Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de mon entretien avec Laurent Heinemann. Laurent Heinemann, bonjour. Vous avez été assistant, deuxième assistant, puis assistant de Bertrand Tavernier. Vous êtes vous-même réalisateur et scénariste ou co-scénariste. Mais j'aimerais que, pour faire le lien avec Philippe Noiret et Jean Rochefort, dont nous avons abondamment parlé à l'occasion du retour sur l'horloger de Saint-Paul que nous avons effectué grâce à vous dans notre précédente conversation, j'aimerais qu'on les retrouve dans un autre film dont vous avez été l'assistant, qui est Que la fête commence. Comment vous êtes entré dans Que la fête commence? Vous aviez déjà travaillé avec Bertrand, donc vous étiez connu de lui, mais il avait fait d'autres films. Ce film-là, c'est vous qui aviez envie de le faire? Non, il n'avait pas fait d'autres films. Que la fête commence? Non, Bertrand, c'est le deuxième film de Bertrand. Il enchaînait, oui, pardon. Oui, donc c'est une forme de progression gradus ad parnassum, comme on disait dans les collèges que Bertrand et moi avons fréquentés. Et donc, vous trouvez sur ce film avec quelle tâche spécifique? Parce qu'un assistant est assistant tous azimuts, mais il a aussi des tâches spécifiques. Alors, Que la fête commence, c'est une autre affaire. C'est que Bertrand, donc, a voulu écrire, en fait, une adaptation d'Alexandre Dumas, La fille du régent. Et puis, en cours d'écriture, ça se passait pas bien avec Orange, parce que il trouvait pas la façon de raconter ce personnage qui était pas très intéressant. Et de ce fait, ils se sont attachés à la fois à faire un portrait du régent de France, Philippe d'Orléans, de l'abbé Dubois, son premier ministre, et aussi, ils sont tombés par hasard sur cette histoire de ce Breton qui voulait attaquer les Bourbons, quoi. Voilà. Et je parle de ma petite personne. Pendant que Bertrand écrivait, j'étais en train de préparer un autre film qui m'avait été proposé de Jacques Rouffio, un film qui ne s'est pas fait, qui s'appelait Les Coustaras, qui était un film très très cher, chez Michel de Broca, qui était une productrice qui avait financé le scénario que Bertrand était en train d'écrire sur le régent, qui à ce moment-là s'appelait La Grande Dame du Royaume. Et il s'avère que le film Les Coustaras s'est arrêté. Je me suis donc retrouvé en chômage et libre, et Madame de Broca, voyant que Bertrand avait beaucoup besoin de quelqu'un à côté de lui, m'a proposé de tout de suite de renchaîner sur une très longue préparation avec Bertrand. Ça se combinait de quelque chose de très important aussi pour moi, pour ma vie future, c'est que les castings n'existaient pas à ce moment-là. Les gens dont c'était le métier, ça n'existait pas. Il y en avait une qui s'appelait Margot Capelier, qui est un personnage légendaire du cinéma français, amie de Jacques Prévert. Mais à part Margot, qui faisait surtout des films américains, c'était les assistants réalisateurs qui faisaient le casting. Et Bertrand me donnant quelques pages de Que la fête commence, on se rend compte qu'il y a un nombre de rôles qui va demander un travail supplémentaire. Et je vais assumer ce travail pour une bonne raison, c'est que j'allais beaucoup au théâtre. À ce moment-là, j'étais marié avec une metteuse en scène de théâtre, Caroline Huppert, et donc sa petite sœur commençait à se faire connaître. Donc on fréquentait les acteurs. Le soir, on allait les voir au théâtre, on dînait. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe, hein. On dînait avec eux dans les bistrots d'acteurs, on se liait. Et je connaissais beaucoup de jeunes acteurs du fait de ma relation avec Isabelle, tous ses copains de conservatoire et autres, et puis aussi par le fait que j'avais été assistant 2 ans avant sur un film de Yves Boisset qui s'appelait RAS, où il y avait que des jeunes. Donc côté jeune, RAS, c'est le film d'Yves Boisset sur l'Algérie, oui. Donc j'étais bon sur les jeunes acteurs français, et aussi je connaissais les nouveaux agents qui
qui était pas connu, quoi, qui faisait surtout du théâtre, parce que les seconds rôles au cinéma français à ce moment-là, c'était toujours les mêmes. Attal, Zardy, Jacques Rispal, Paul Crochet, ouais. C'était toujours les mêmes acteurs qui faisaient les seconds rôles, alors qu'il y avait un foisonnement de comédiens qui arrivaient sur le marché du théâtre et qui étaient originaux, à côté, quoi, qui étaient pas dans l'académisme, mais qui étaient à côté. Or, Bertrand, il demandait quelque chose d'autre toujours aux acteurs. Hein. Il les a déplacés, il déplaçait les acteurs. Quand il voulait Galabru pour faire ce qu'il fera après le Juge et l'assassin, mais le Juge et l'assassin était déjà dans sa tête à ce moment-là, alors c'est pas un contre-emploi, mais c'est un déplacement de l'emploi de l'acteur. C'est pas un contre-emploi. Voilà, moi j'appelle ça un déplacement. Et donc nous voilà partis pour faire que la fête commence. Le scénario, comme je vous ai dit tout à l'heure, le scénario, c'était des scènes qui se succédaient, basées sur comme ça une émotion, des phrases du régent qu'il collait dans le film. Et pour moi, que la fête commence au début, c'est les acteurs. Les décors, c'est pas moi qui m'en occupais. C'était l'autre assistant, Claude Autenin, qui s'en occupait. Et ça m'intéressait pas beaucoup puisqu'il fallait trouver des châteaux, en fait. Et je préférais aller au théâtre avec Bertrand. Voilà. Alors, je crois que c'est là aussi, je suis beaucoup connu la banlieue. Parce que Bertrand ne conduisait pas, donc je le voiturais presque tous les soirs pour aller voir des spectacles dans des banlieues incertaines, comme les rimes, toujours les mêmes rimes. Mais il faut dire que Bertrand était très curieux. Il avait une curiosité. Il n'avait pas d'idées préconçues sur les gens, sur les œuvres, ou sur les acteurs, ou sur les metteurs en scène. Il pouvait lire une critique mauvaise d'un spectacle, il lirait quand même, pour voir par lui-même et peut-être aussi se lancer le défi de savoir ce qu'il en pensait vraiment lui. Et aussi, il avait un goût, alors ça, c'est là, alors je peux dire, j'ai pris une leçon, il avait un goût pour les troupes. Il adorait les troupes. Et d'ailleurs, on a engagé des troupes sur Que la fête commence. On a engagé le Splendide. C'est Rochefort qui nous a dit, allez voir ces jeunes-là qui sont rue des Lombards. Ils jouent dans un théâtre qu'ils ont construit eux-mêmes, à l'imitation du Café de la Gare. Ça s'appelle le Splendide. Et allez-y, ils jouent une pièce qui est formidable. On y a été. Et alors, après, j'étais voir à la sortie. Est-ce que vous pouvez être demain après-midi au bureau de Phil de Broc à la Garenne-Colombe? Et ils sont tous venus. Enfin, tous que les gars, ils sont venus. Les filles sont pas venues. Ils sont venus, on les a tous engagés. Bisson, alors, chez Bisson à ce moment-là, quand il y avait Sarcelles-sur-Mer, toutes ces pièces-là, on allait à Pétaouchnok voir les pièces de Jean-Pierre Bisson et on a engagé Nicole Garcia, Jean-Paul Faré, François Lalande, Brigitte Rouen, tout ça, c'est la troupe de Bisson. On engageait la troupe, quoi. Et c'était très exaltant comme travail. Je peux vous assurer, c'est exaltant. Et voilà, ça s'est présenté comme ça. Et puis, toujours chez Taverdier, enfin toujours ce que j'ai vécu moi, puisque après j'ai arrêté d'être son assistant, puisque j'ai eu l'avance sur recette pour mon premier film pendant le tournage de Que la fête commence. Pendant le tournage de Que la fête commence, je vous raconte ça quand même, un peu de souvenirs personnels. J'ai demandé l'avance sur recette sur un scénario que Bertrand m'a poussé à écrire. J'en avais l'idée et l'envie, mais il m'a dit vas-y. Donc j'ai écrit ce scénario, je le dépose à l'avance sur recette et le résultat de la commission, c'était un jour on tournait le moment du procès de Marielle à Saumur. Et donc avec le premier assistant, je combine un truc pour vers 5 heures m'éclipser sans qu'on voit. Le procès de Marielle, c'est dans la Que la fête commence, c'est Marielle Poncalec qui est jugée à Saumur. Voilà. Merci. Oui. Et alors, donc, j'avais combiné un truc pour m'éclipser vers 5-6 heures pour appeler le CNC, le centre du cinéma, pour savoir le résultat des courses. Et on s'arrange pour que personne s'en rende compte. Et hop, je pars, je traverse la route, je vais dans le pauvre café, je téléphone à Paris, et là, on me dit, vous avez l'avance sur recette, je raccroche, je re-rentre sur le plateau.
Et ils étaient en train de répéter. Et à ce moment-là, Bertrand avec alors le résultat, vous voyez que et je dis j'ai l'avance sur recette. Et à ce moment-là, Marielle dit pour toi mon petit gars, les emmerdements commencent. Jusqu'à quel point avait-il raison? Oh, oui. Donc en fait tout ça pour voilà, c'était l'ambiance quand même, c'était l'ambiance. Jamais de relâchement sur le travail, jamais de relâchement sur le sérieux du travail, mais toujours le plaisir, le plaisir, le plaisir. Alors, vous venez de dire à quel point Bertrand Tavernier était attentif aux acteurs, à quel point il allait en voir, y compris dans des banlieues improbables et peu confortables en général. J'ai aussi été témoin de cette capacité à entraîner avec lui dans des endroits où on ne serait jamais allé, même avec un pistolet dans le dos, et dont on revenait et dont il était capable de parler pendant des heures. Et il emmagasinait comme ça, comme les écureuils ont des noisettes. Lui, il avait des acteurs et des actrices dont il se souvenait quelquefois, parce que c'est un autre aspect de sa personnalité qui, moi, m'a beaucoup impressionné, c'est sa mémoire des détails, sa mémoire de choses sans importance et de gens qui n'avaient pas de statut particulièrement doré, mais dont il se souvenait parce qu'il s'en souvenait, qu'il leur avait trouvé une qualité. Vous avez dit comment il était comme pas scénariste, mais comme co-scénariste, enfin comme collaborateur à un scénario. Il n'a pas vraiment écrit tout seul un scénario. Dans sa filmographie, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus... On l'a dit tout à l'heure que tout Tavernier était dans l'horloger de Saint-Paul, mais qu'est-ce qui est le plus Tavernier dans la filmographie de Bertrand? Pour moi, pour vous, c'est Un dimanche à la campagne. Parce qu'un dimanche à la campagne repose sur une chronique légère et tendre et cruelle. Et ces aspects extrêmement contradictoires qu'il y a dans ce film, sur les personnages, sur cette quiétude, sur ce drame qui se noue, sans dramatisation, c'est son style, son lyrisme, sa pudeur. Voilà, pour moi, c'est le film qui est le plus de ce que je retenais de Bertrand. Alors, vous avez raison quand vous dites que l'horloger de Saint-Paul comporte tout Tavernier. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour moi, Un dimanche à la campagne, c'est Tavernier qui apparaît, quoi. C'est pas caché, c'est pas enfoui dans les secrets de son enfance ou dans les secrets de sa timidité ou de sa pudeur. C'est pas enfoui, ça effleure comme ça. Et je trouve le film d'une immense qualité de ce point de vue-là. Et si je continue dans cette série, je viens de vous demander, comme cinéaste, quel Tavernier vous mettriez en avant, et comme cinéphile? Alors, comme cinéphile, je crois que La vie et rien d'autre restera comme un grand film du cinéma français, quoi. Je pense que c'est le film maîtrisé, absolument maîtrisé par Bertrand, dans son style, dans son goût du plan, dans son goût des scènes longues. Voilà, je crois. Vous avez été donc son assistant à 2 reprises. Il y avait quelque chose avec Bertrand Tavernier que tous les interlocuteurs que j'ai interrogés ont souligné, que j'avais moi-même observé. Je me souviens d'être allé à l'invitation de Bertrand à la projection d'un bout à bout, mais qui était très avancé quand même. Et le bout à bout durait 3h10. Et j'étais à côté de Frédéric Bourboulon, son producteur, qui s'est penché vers moi et qui m'a dit « c'est un court-métrage ». Il y avait quelque chose, tout le monde le souligne, de la difficulté, pour ne pas dire quelquefois l'incapacité de Bertrand à enlever des trucs qui étaient déjà filmés. Vous avez eu à vous confronter à lui sur cette question-là? Oui, il m'a pu parler pendant 3 mois après. J'ai une histoire, c'est Conan. Il me fait venir à
à une projection comme ça de Connor, mais c'était le montage était très le film était trop long, mais le montage était très avancé. Et c'est une projection, il y avait Claude Sautet. Et après il me dit alors qu'est-ce que tu penses? Alors j'ai dit c'est magnifique, etc. Je fais plein de compliments tout à fait sincères. Hein. Et je lui dis, mais il y a une scène, cette scène-là, pourquoi elle est avant cette scène-là? Moi, je la verrais bien après, et puis un peu raccourcie. Ah non, je ne couperai pas, tu vas pas être de ceux qui veulent me faire couper tout le temps. Non, Bertrand, tu me demandes ce que je pense. Voilà, il faudrait, à mon sens, s'avertir ces deux scènes, et la deuxième, couper un peu dedans. Bon. Je raccompagne Sautet chez lui, dans la voiture, on me parle un peu. Je lui dis, dis donc, je t'ai pas entendu, parce que vous savez que Sautet avait la réputation tout à fait justifiée d'être un maître du scénario, de savoir tout de suite ce qu'allait pas dans les films, etc. Vous savez que c'était, voilà, c'était sa réputation, mais c'était justifié. C'était un homme extraordinaire. Moi, il m'a fait couper dans un de mes scénarios. Je peux vous dire, c'était hyper judicieux. Il me dit non, j'ai vraiment rien à dire, j'ai rien à dire. Je ne sais pas quoi dire, j'ai rien à dire. Bon, on va dîner ensemble au Gobelin. Il me répète, je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Bon, très bien. Et je lui dis, en tout cas, je vois bien, je dis que moi, je l'ai ouvert, j'aurais mieux fait de me taire parce que j'ai vu que je le fâchais. J'ai vu que je le fâchais, qu'il attendait que je le soutienne. Il doit être en conflit avec je ne sais qui sur le montage. Et je me doutais bien que comme le film était trop long, c'était les distributeurs. Et le lendemain, on sonne chez moi, j'ouvre la porte, et c'était le chauffeur d'Alain Sard, le producteur, avec un paquet. J'ouvre le paquet. Dans le paquet, il y a une boîte de cigares 898 de Partagaz. Donc, très, très beau cadeau. Dans ce temps-là, je fumais. Je ne fume plus. Et j'appelle Sard pour le remercier. Je lui dis, écoute, je suis très content que tu me fasses un cadeau. Je te remercie beaucoup. Mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'avoir un cadeau de ta part? Eh ben, il me dit, tu t'es disputé avec Bertrand hier soir. Je suis pas disputé. Enfin, tu as dit quelque chose. J'ai dit oui. Eh ben, il m'a dit, il a coupé 19 secondes hier et je voulais te remercier. 19 secondes, ça fait, pour chaque Partagaz, ça valait en effet la peine. Et lui avoir fait couper 1 minute vous aurait permis de vous fournir en cigares jusqu'à la fin de vos jours. Vous tournez vous-même, mais vous avez vu, je vais pas vous poser des questions sur votre façon de tourner parce qu'on est guère lucide sur soi-même et je vais pas vous demander ce que vous avez emprunté à Tavernier, sauf si vous tenez à me le dire, ou si vous en êtes conscient dans votre propre façon de tourner, mais je voudrais plutôt vous demander, vous avez vu d'autres cinéastes tourner, et qui et comment vous vous situez les uns et les autres, non pas pour faire un classement de celui mais pour définir les différences et à travers ça de comprendre un peu mieux qui était le cinéaste Bertrand Tavernier. Question très compliquée. Très compliquée. Un jour, il est venu au montage des mois d'avril meurtriers pendant que je tournais. On montait moi je continue à faire ça, je montais pendant que je tournais. Et il y avait un plan qu'il voit n'importe comment. On avait le même monteur, donc il connaissait nos liens, il n'y avait pas de problème. Et Bertrand dit, mais pourquoi il continue pas là, ce plan? Pourquoi il continue pas? Et c'est vrai que à un moment donné, ce plan s'arrêtait, quoi. Il se terminait, je sais pas, sur une cruche d'eau, quoi. Il y avait une conclusion au plan. Et en fait, Bertrand Tavernier, c'est un type qui voulait pas terminer les plans. Il voulait que ça soit toujours au plus long de ce que l'on peut imaginer, quoi. C'est-à-dire que, tout comme ses scénarios, sa mise en scène était construite sur quelque chose qui avait à voir avec ce que lui renvoyait le réel. Le réel, c'est les acteurs qui jouent, hein, le réel, ou c'est le décor, une chaise sur laquelle un acteur a envie de s'asseoir, etc. Et ce que ce réel lui renvoie, et ça, c'est comme cinéphile, c'est, en regardant ces films, je revois ça, et je me souviens toujours de cette phrase qu'il a dite au montage, pourquoi il continue pas? Et effectivement, lui, il continuait. Il continuait dans le plan. Quand il découpait, comme on dit, c'est-à-dire que quand il faisait du montage à l'intérieur de ces scènes, c'était souvent pour accentuer des problèmes psychologiques, quoi, ou être plus fort dans une émotion. Mais Bertrand, lui, c'est le type qui essaye en tout cas d'aller au bout de son idée, quoi. Au bout de son idée, et dans le bout de son idée, c'est ce que lui renvoient les autres. Et d'ailleurs, sur sa façon de travailler, même quand il était cinéaste débutant, même quand il a fait son premier film, il ne
n'écrivait pas un petit storyboard sur un carnet, comme on fait tous, enfin beaucoup d'entre nous engagent soit des gens pour faire ça en leur disant quoi faire, soit moi je fais des petits dessins sur mon cahier, là ça sera un plan large, voilà, j'écris ça. Lui, c'est pas ça du tout. Lui, il fait répéter les acteurs, et quand les acteurs ont répété, il perfectionne son idée, il construit la mise en scène autour de ce qu'il vient de voir, de l'émotion qu'il vient de ressentir. Et il faut avoir un sacré moral pour faire ça, parce que quand vous êtes sur le plateau, que vous avez toute l'équipe derrière qui attend cette fameuse phrase « Qu'est-ce qu'on fait ?», et que vous arrivez à ne pas le savoir, mais à l'obtenir très vite et à le décider très vite, en se faisant aider à gauche et à droite d'ailleurs, par l'opérateur avec lequel il doit s'entendre parfaitement, eh bien, quand ça se passe, il y a le respect et il n'y a pas l'angoisse, quoi. Alors qu'on pourrait être effrayé quand on commence à faire du cinéma, à voir ces gens qui disent alors où est-ce qu'on met la caméra ? Où est-ce qu'on met la caméra ? Eh ben, Bertrand, il s'en foutait un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que quelque part, il avait vu les acteurs répéter, il avait eu son idée, et après la caméra, on la mettra au bon endroit, et elle sera au bon endroit. Et souvent, il disait, quand on fait trop d'axes différents sur la même scène, on ne filme jamais le bon. On en filme 10, mais jamais le bon. Et chez Bertrand Tavernier, quand vous regardez ses films, il y a une idée forte par scène, qui va jusqu'au bout. Et puis, elle essaye pas de se couvrir, de se rattraper, de se sécuriser par des petits trucs de script girl. Là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça, pour moi, c'est ça, Tavernier. Alors, peut-être pourrions-nous terminer sur un autre aspect de Bertrand Tavernier, qui est le Bertrand Tavernier engagé parmi les autres cinéastes, et notamment à travers la SACD, la Société des auteurs et compositeurs, dont vous êtes aussi membre. Et peut-être pouvez-vous nous dire qui il était quand il était le militant du droit d'auteur, le militant de l'exception culturelle et le militant de la loi Hadopi. Voilà. Alors, donc, effectivement, d'abord, je voudrais dire avant, puisque j'étais président de la SACD, donc j'ai été le président de Bertrand Tavernier. Je voudrais dire avant que Bertrand n'a jamais perdu son humour, ni sa drôlerie, ni son sens de l'observation dans ces moments-là. Jamais. Quand il rencontrait une personnalité bruxelloise ou autre, ou une star de la politique européenne, il revenait en disant « T'as vu, il arrêtait pas de se triturer la poche », ou comme ça me rappelait que quand il avait rencontré le maire de Lyon pour l'orgie de Saint-Paul, la seule chose qu'il nous a raconté quand il est rentré de ce rendez-vous, qui devait avoir des autorisations extrêmement complexes, c'était que le gars venait manger du jarret de veau à midi et qu'il avait un petit bout de jarret coincé dans la dent. Donc Bertrand, il a continué comme ça, il a rencontré Barroso, il trouvait que Barroso avait les cheveux mal coiffés, etc. Il a jamais perdu son observation du monde à travers ce militantisme. En plus, Bertrand n'était pas un idéologue, c'est un réactif. C'est-à-dire, c'est un type qui était scandalisé. Et comme dit son fils, il était scandalisé parce qu'il aimait le cinéma. Et que le cinéma ne devait pas supporter le fait qu'on colorise les films. Le cinéma ne devait pas supporter le fait qu'on coupe le film par des coupures publicitaires. Et c'est cette colère qu'il avait. C'est une colère, quoi, qui faisait qu'il est devenu un militant. C'est pas idéologique, c'est pas le goût du pouvoir ou des honneurs qu'aurait pu lui conférer un poste prestigieux comme président de la SACD. Il a toujours décliné d'ailleurs, parce que c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était d'exprimer cette colère, cette réaction qu'il avait devant le monde, qui en gros, quoi, essaye de marchandiser trop notre monde artistique, et qui donne, alors sa grande culture du cinéma américain l'aidait, parce qu'il nous disait mais voyez comment ça va se passer, voyez comment ça se passe dans les compagnies, dans les majors, ne rentrons pas là-dedans. Et on était en face de gens, même de gauche, qui étaient fascinés par le Big is Beautiful, fascinés, et Bertrand leur expliquait constamment que en fait nous faisions un art de l'individu
pour l'individu et que derrière tout ça, il y a le respect du public et que c'est emportement qu'il avait. Je dis ça en souriant parce qu'on savait qu'il allait foutre en pétard. Et donc, lui, il savait qu'on savait, quoi. Et donc, il nous regardait avec gourmandise et il y avait un moment où il me regardait, je le sentais bouillir, il n'y a pas d'autre mot, bouillir, et c'était parti, et il se mettait à hurler sur les gens. Et on adorait ça, il adorait ça, et je pense même que les gens l'invitaient pour qu'il se mette en colère, quoi. Laurent Heinemann, je vous remercie d'avoir évoqué le cinéaste et le militant avec nous, et de nous laisser en héritage donc l'Horloger de Saint-Paul que nous avons particulièrement regardé et commenté la dernière fois, et cette fois-ci un film pour lequel là c'est à moi de vous rejoindre, Un dimanche à la campagne. Laurent Heinemann, merci. C'est moi qui vous remercie.